Bienvenue à ITV et bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui Serigne Momar Seck. Serigne Momar Seck est titulaire d'un doctorat en sciences économiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il est macroéconomiste reconnu spécialiste des questions de développement. Il possède une vaste expérience dans la formulation, le suivi et la mise en œuvre des politiques de développement ainsi que dans des questions monétaires. Il a occupé le poste de vice-président de la commission macroéconomique et de synthèse lors de l'élaboration du 10e plan de développement économique et social de son pays, le Sénégal. Et il est actuellement, M. Seck, économiste, chef à l'Agence monétaire de l'Afrique de l'Ouest, AMAO. À ce titre, il a mené régulièrement des missions de surveillance multilatérale dans les 15 pays États de la CEDEAO. Il est actuellement l'auteur de nombreux travaux portant sur les enjeux macroéconomiques et monétaires des pays membres de la CEDEAO. Il vient de sortir ce livre qui s'appelle « Le choix de la souveraineté monétaire du Sénégal ». Quelle implication? Monsieur Seck, merci d'avoir accepté notre invitation. Pourquoi ce livre? Bon, permettez-moi d'abord de remercier Immédiat de m'avoir donné cette opportunité de venir ici exprimer ce livre, Le choix de la souveraineté monétaire. Ouais. Bon, pourquoi j'ai écrit ce livre? Vous savez, je l'ai placé dans un contexte. Parce que j'ai remarqué que depuis quelque temps, on peut même dire depuis des décennies, il ne se passe plus un jour sans que des Africains de l'UEMOA et de la CEMAC ne parlent du franc CFA. C'est un débat quand même qui est récurrent. Certains considèrent cette monnaie comme un filet de sécurité régional pour les utilisateurs parce qu'il leur confère la stabilité des prix, mais également la stabilité de la compétitivité extérieure. Par contre, pour les pourfendeurs, il faut trouver une alternative à cette monnaie qui, selon eux, ne favorise pas le développement. C'est-à-dire que ça crée une sorte de paternalisme monétaire. Et ce débat était resté au niveau académique jusqu'à une période récente où il a commencé à aller vers la sphère politique. En fait, c'est ça qui m'a motivé à écrire, d'autant plus que les nouvelles autorités en ont fait leur cheval de bataille lors de la campagne présidentielle. Ils considèrent surtout le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye. Dans ses discours, il disait qu'une fois élu, le pays va entamer une réforme monétaire qui lui permettrait d'avoir une monnaie unique ou, à défaut, de disposer de sa propre monnaie. Donc, l'intérêt de cet ouvrage, c'est d'éclairer la prise de décision des autorités publiques sans pour autant oublier l'éclairage scientifique que ce livre peut apporter aux experts. Justement, dans l'ouvrage, vous proposez 3 scénarios pour le Sénégal face au rejet du franc CFA. Le premier scénario est la poursuite de l'intégration régionale avec des aménagements institutionnels dans l'UEMOA. Le deuxième scénario privilégie l'intégration monétaire au niveau de la CEDEAO, dont le Sénégal fait partie des leaders du projet. Le troisième scénario est celui de la sortie du Sénégal de la zone CFA et de l'avènement d'une monnaie nationale sénégalaise. Parmi, est-ce que vous nous expliquez les 3 scénarios? Bon, les 3 scénarios, on est en face d'un problème. Lequel? Le problème, c'est le rejet du franc CFA. Ouais. Donc, il fallait quand même réfléchir pour donner des orientations. Et c'est de cette réflexion que j'ai sorti ces 3 scénarios qui consistent à poser le problème, de discuter, de voir le pour et le contre, quelles sont les opportunités, parce que chaque scénario que j'ai proposé a des avantages, mais également a des inconvénients. C'est pourquoi j'ai proposé les 3 scénarios. Le premier scénario, comme je l'ai expliqué dans l'ouvrage, c'est un scénario qui consiste à maintenir le pays dans l'intégration, dans l'UEMOA, mais tout en proposant des réformes approfondies. Parce que en faisant l'analyse, je me suis rendu compte
et ça, je ne suis pas le premier à le dire, mais d'autres études similaires ont montré qu'il y a eu des limites et des failles du système. Donc, et comme actuellement, nous avons déjà un acquis qui est l'intégration monétaire, au lieu d'aller vers une création nouvelle d'une monnaie, mieux vaut rester dans cette union, mais tout en apportant des réformes approfondies. Et si vous voyez dans l'ouvrage, les réformes que j'ai proposées partent des problèmes que j'ai soulevés dans le livre. Par exemple, le problème de la fixité du taux de change, qui a été fixé depuis, on peut même dire depuis la création même du CFA en 1945. La monnaie que nous utilisons est une monnaie qui est toujours ancrée sur, d'abord sur le franc CFA, qui était la monnaie de la France, ensuite sur l'euro, qui est une monnaie européenne. Donc, le franc français. Le franc français d'abord, ensuite sur l'euro. Donc, mais comme actuellement, nous avons constaté que dans l'environnement international, nous avons un environnement qui est changeant. Donc, et les partenaires aussi changent du jour au lendemain. Par exemple, les partenaires que le pays, par exemple, que le Sénégal avait 20 ans en arrière, ne sont plus les mêmes partenaires. Donc, c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut prendre en compte cette donne pour pouvoir apporter un changement. C'est pourquoi j'ai proposé de revoir ce système de parité fixe et de proposer peut-être un panier de monnaie où il y aura d'autres partenaires commerciaux dedans. Où le CFA serait flexible. Le CFA en fonction des monnaies. En fonction des monnaies des principaux partenaires. Par exemple, nous avons vu que le Sénégal commence beaucoup avec la Chine, avec aussi d'autres pays émergents, la Turquie, ainsi de suite. Donc la Russie, exact. Donc le fait le fait même de fixer le CFA par rapport à l'euro, on peut dire que ce n'est pas opportun. Mieux vaut maintenant déterminer, c'est-à-dire au niveau de l'UEMOA, essayer de faire, même si c'est un panier de monnaie qu'on va utiliser par rapport à ça. L'autre réforme que j'ai apportée toujours dans ce scénario, c'est de renforcer la coordination macroéconomique. Oui, parce que, vous savez, dans la zone UEMOA, il y a ce qu'on appelle le policy mix. Il y avait deux politiques. La politique monétaire, qui est du ressort de la Banque centrale, et les politiques budgétaires qui sont spécifiques à chaque pays. Même s'il y a une coordination avec l'UEMOA qui coordonne, on peut dire qu'il faut revoir cette policy mix pour permettre aux pays membres, aux 8 pays membres, de régler le problème ou bien de prendre en considération leurs préoccupations en cas de choc. Parce que parfois, les chocs ne sont pas des chocs symétriques, mais parfois des chocs asymétriques. Je peux vous donner un exemple. Par exemple, un pays qui exporte du pétrole, s'il y a une hausse du prix du pétrole, ça peut l'avantager, mais ça peut décourager le pays importateur. Donc, la réforme qu'on va mener au niveau de ce policy mix, ça peut aussi régler ce problème. Maintenant, l'autre élément aussi que j'ai même proposé, c'est de moderniser les critères de convergence. Parce que dans l'UEMOA, vous avez le pacte de stabilité avec un certain nombre de critères. Vous prenez l'inflation. Le taux de l'inflation est faible dans la zone. Donc, c'est une inflation qui tourne autour de 2%, c'est la fourchette 1 à 2%. Mais tous les économistes, on a constaté que une inflation faible n'encourage pas la croissance. Donc, si l'inflation est faible, ça impute sur la croissance. Donc, il faut revoir ce critère d'inflation en essayant d'identifier quel est le taux d'inflation optimal pour la zone. Et la solution a été apportée dans cet ouvrage. L'autre critère qu'il faut un peu revoir, c'est le niveau de la dette et du déficit même budgétaire. Parce que
c'est un plafond qui est fixé aux États. À 70%. 70% pour la dette. Oui. Le déficit budgétaire, c'est 3%. Oui. Mais ces critères n'ont pas été déterminés, c'est-à-dire ils n'ont pas une réelle justification économique. Oui. On n'a pas déterminé ces critères sur la base d'études. Oui. Oui. Parce qu'avec la Covid, par exemple, il y a eu le plafond a sauté. Oui. Donc, on n'avait pas déterminé ça sur la base d'une étude. Et même si vous prenez l'Union européenne, dont le taux est à 60%, le taux même de la dette de l'Union européenne n'était pas déterminé sur n'avait pas de réelle justification économique, mais par exemple, au sorti, vous vous rappelez, au plan de Maastricht, on avait confié le travail à la France d'identifier quel est le taux qu'on va utiliser. Mais on s'est rendu compte qu'à l'époque, la majeure partie des pays de la zone euro étaient à un niveau de 60%. On dit donc autant fixer 60% pour tout le monde. Le déficit budgétaire aussi, ça a tourné autour de 1,2, il faut fixer. Donc, on a déterminé sur la base peut-être des faits factuels, mais ce n'est pas déterminé de façon purement économique. Et le problème que ça peut entraîner, vous prenez dans la zone, il y a ce qu'on appelle une spécificité des pays. Les pays n'ont pas les mêmes caractéristiques et la même dimension. Absolument. On peut voir un pays qui peut même s'endetter jusqu'à hauteur de 120% et avoir une dette viable. Oui. Comparé à un autre pays qui, même si il s'endette à hauteur de 30%, la dette n'est pas viable. Ouais. Donc, j'ai dit qu'il faut tenir compte, c'est en tenant compte des spécificités de chaque pays. Donc, voilà les réformes. Et aussi, ce qui m'a réellement motivé par rapport à ce scénario, c'est que, vous savez, les avantages macroéconomiques sont plus importants dans une union, dans une intégration monétaire réformée. Ensuite, les éléments qui étaient même source de problèmes, de conflits, c'était la représentativité des Français dans nos instances. Oui. Mais depuis la réforme de 2019, les Français ne participent plus dans les instances techniques de la BCEAO et de l'UEMOA. Donc, on peut dire que le seul problème, c'est que c'est à nous de réformer pour trouver une solution par rapport à ça. Oui. Maintenant, l'autre scénario, qui est le scénario de l'intégration monétaire au niveau de la CEDEAO, dont le Sénégal, comme je dis, fait partie des leaders du projet. Comme le projet a connu des avancées significatives, depuis 1982, depuis la mise en place de ce projet, le processus a été accéléré par la conférence des chefs d'État. Avec l'ECO? Oui, avec l'ECO, qui avait même pris la décision de mettre sur pied le PCMC, c'est-à-dire le programme de coopération monétaire en 1987, pour accélérer. Mais depuis 1987, il y a eu des travaux, une feuille de route a été mise en place, des efforts, des techniciens ont beaucoup travaillé jusqu'à ce qu'on ait le régime de change pour la future monnaie qui sera un régime de change flexible. Le cadre de politique monétaire de la CEDEAO a été aussi également déterminé. Il s'agit d'un cadre de politique monétaire basé sur le ciblage de l'inflation. Vous avez également le système de banque centrale qui sera un système fédéral. Ouais. Donc, le nom de la monnaie est déjà connu, c'est l'ECO, qui a été déterminé par la CEDEAO. Donc, le nom même de la banque centrale a été également connu. Il s'agit de la BCAO, la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest, appelée par les Anglais CBWA. Ouais. Donc, comme on a déjà des acquis importants et qu'on peut continuer sur cette lancée. Mais il faut des réformes dans notre zone pour s'adapter à ce scénario. Et la réforme qui sera menée, je peux me dire, c'est la Banque centrale qui va le faire parce que nous dépendons de cette Banque centrale. Donc, il va parce que une fois que ce projet est mis en place, la Banque centrale va transférer ses responsabilités, son rôle, ses responsabilités
à la future Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest, qui est la BCAO. Donc, le système de change que nous avons, qui est actuellement un régime de change, un système fixe, va changer, évoluer pour devenir un régime de change flexible. Le cadre de politique monétaire que nous avons au niveau de notre zone, qui est un cadre monétaire basé sur la stabilité des prix, maintenant va changer en devenant un cadre basé sur le ciblage. Ici, on cible l'inflation avec des indicateurs cibles pour l'inflation. Le système également va changer parce que dans notre zone, nous avons un modèle unitaire, c'est-à-dire une banque centrale avec des directions nationales dans chaque pays. Ouais. Alors que pour le projet de la CEDEAO, nous aurons un système fédéral comme le système européen, où vous avez la banque centrale BCAO, qui va seulement s'occuper de la politique monétaire et d'échange, mais chaque pays va disposer de sa propre banque centrale avec son statut juridique. Donc il transfère seulement comment on appelle, la politique monétaire et d'échange. Ouais, mais depuis lors, on parle de l'éco. On a l'impression que l'éco, c'est le but d'actualité. On en parle de moins en moins. Les citoyens sont moins informés. Bon, comme c'est un processus qui est en cours, c'est vrai que on en parle, surtout après 2019, après la réforme de 2019, c'est comme si c'est en stand-by. Mais le projet quand même est en cours d'actualité parce qu'il y avait une date. Là, on n'est pas encore arrivé à échéance. La date pour que l'éco soit mise en circulation, en 2027. 2027. L'année prochaine. Bon, il nous reste 2 ans. 2 ans. Oui, 2 ans. En 2 ans, 2026-2027. Oui, 2027. En 2 ans, oui. Oui. Mais il y avait dans le pacte, avant, parce que vous savez, en 2027, c'est le parachèvement. C'est la mise en circulation, la mise en place de l'union monétaire. Mais avant cela, il y a des préalables que les États doivent respecter. Parce que dans le pacte de stabilité, la période qui a été déterminée, c'est 2022 à 2027. Il faut 3 années qu'on appelle les années de convergence, c'est-à-dire auxquelles les pays doivent respecter les critères de premier rang au cours de ces 3 années successives. Après l'année 2026, qui va être l'année avant 2027, qui va être la phase de stabilité. Ouais. Donc c'est sur cette base qu'on doit prendre la décision pour enclencher la monnaie en 2027. Mais il faut aussi rappeler que la date initiale retenue, c'était en 2020. Oui. Mais c'est pour des raisons que nous connaissons, parce que 2020, les États n'étaient pas, je peux même dire que n'étaient pas prêts parce que les conditions n'étaient pas réunies. Parmi ces 15 États, il n'y avait qu'un seul État dont je taire le nom, qui avait seulement respecté les critères de premier rang de façon durable. Et aussi, il y avait la Covid. C'est ça qui avait poussé les chefs d'État et autorités à repousser l'échéance. Ouais. Et le troisième scénario, vous dites, les sorties du Sénégal de la zone franc CFA, l'avènement d'une monnaie nationale. Bon, là, il dit que si les 2 scénarios ne marchent pas, c'est-à-dire, le troisième scénario. Oui, il faut aller au scénario. Et ça, ce scénario, je l'ai même qualifié de scénario un peu extrême. C'est-à-dire, si on a épuisé toutes les cartes et qu'on n'a pas de solution, on peut aller. Mais ce scénario de sortie, pourquoi j'ai insisté là-dessus? Parce que c'est possible. Et les textes le prévoient. Par exemple, si vous consultez l'article 36 du traité de l'UMOA, Union monétaire africaine, il est prévu que tout membre peut sortir. Il suffit seulement qu'il notifie la sortie à la conférence des chefs d'État. Donc vous le notifiez et que la sortie prend effet 180 jours après la notification. Mais le problème, c'est que cette sortie ne sera possible sans la sortie de l'UEMOA. Donc, c'est les deux.
vous ne pouvez pas abandonner le franc CFA et rester dans l'UEMOA. Donc si vous sortez de l'UEMOA, de l'UEMOA, si vous sortez de l'UEMOA, oui, vous sortez de l'UEMOA. Oui, il y a l'article 6 si vous sortez de la zone monétaire, vous sortez aussi la de l'UEMOA, de la zone économique. Oui, donc l'article 2 parle de ça. Parce que, vous vous souvenez, l'UEMOA, qui a été créé en 1994 pour appuyer les États sur le plan économique. Et en 1994, vous savez, la dévaluation, tout le monde, on s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes de discipline budgétaire. Donc, ce sont ces problèmes qui ont poussé les États à créer l'UEMOA. Donc, l'UEMOA, son rôle, c'est de jouer le rôle d'harmonisation pour encadrer les États à avoir non seulement une monnaie soutenable, mais vous ne pouvez pas sortir de l'UEMOA sans pour autant sortir. Donc, la sortie doit être... Oui. Mais on a vu les pays de l'AES aujourd'hui, l'Alliance des États du Sahel, quelques le Burkina Faso, le Mali, le Niger, sortir de la CEDEAO, mais rester quand même dans la zone monétaire de l'UEMOA. Oui, mais c'est différent. Parce que, vous savez, la CEDEAO, c'est une organisation régionale qui est différente. Vous pouvez être membre de l'UEMOA sans être membre de la CEDEAO. Donc, mais ce qui n'est pas possible, vous ne pouvez, parce que si vous sortez, par exemple, si vous sortez de l'UEMOA, ouais, vous pouvez, même aussi, vous pouvez sortir même de l'UEMOA et être membre de la CEDEAO, c'est possible. Parce qu'on a vu les pays de la ZMA qui ne sont pas membres de l'UEMOA, mais qui sont membres de la CEDEAO. Ouais. Donc c'est un peu différent. Bon, eux, ils sont sortis de la CEDEAO, mais tout en restant dans la zone UEMOA, parce qu'il y a l'instrument monétaire qu'on partage avec eux. Oui. Ouais. Mais parmi tous les scénarios que vous avez ébauchés, quel est, à votre avis, le meilleur des scénarios pour les pays africains, pour les pays de l'UEMOA? Bon, vous savez, moi, je suis un fonctionnaire, je peux même dire international, qui travaille dans ce sens. Donc, et en même temps, je suis chercheur. Donc, mon rôle, c'est de donner, de montrer, de faire des propositions et des choix. Et vous vous souvenez, comme je l'ai dit tout à l'heure, que je ne fais qu'éclairer la prise de décision des autorités. Donc, la décision doit revenir aux autorités. Ouais. Donc, moi, je ne fais que proposer. Maintenant, c'est à eux de voir les avantages. Parce que pour chaque... Même, par exemple, pour la sortie, vous avez vu que j'ai identifié les conséquences même de la sortie. Oui. Pour dire que c'est possible, mais il faut que certaines conditions soient réunies. D'abord, il faut avoir une stabilité macroéconomique saine, qui inclut tout le temps une maîtrise de l'inflation, la limitation de la dette extérieure, avoir un niveau de réserve suffisant pour pouvoir intervenir en cas de choc conjoncturel. Ouais. Et aussi, maintenant, il faut voir sur le plan les conséquences. Parce que sur le plan économique, il y aura des conséquences si vous sortez. Parce que vous êtes d'abord, quand vous êtes membre de l'UEMOA, il y a le TEC, le tarif extérieur commun, où il y a aussi des articles sur la libre circulation des personnes et des biens. Ouais. Vous pouvez aussi, sur le plan économique, vous pouvez même intervenir sur le marché régional en cas de besoin de fonds. Donc, mais si vous sortez, tout seulement, vous n'allez plus bénéficier de ce tarif extérieur, mais également la dette que vous avez contractée en étant membre de l'Union. Cette dette est une dette, on peut même dire, en monnaie nationale. Mais dès que vous sortez, cette dette ne sera plus une dette en monnaie nationale, mais une dette en monnaie extérieure. En devise. En devise. Ouais. Donc, et sur le plan monétaire, nous avons constaté que quand il y a une nouvelle monnaie, au début, ça crée une psychose. Oui. Vous pouvez prendre l'exemple de l'Union européenne au début, en 1999. Presque 6 mois, on a vu que l'euro décrochait souvent face au dollar. C'est après 1 an que cette monnaie commence à se stabiliser. Parce qu'au début, il y a une question de confiance qui se pose. Exact, c'est la confiance. C'est pourquoi je l'ai traité même dans l'ouvrage. Parce que c'est des notions qui sont indissociables. Et c'est la confiance, comme le disait même
Kenneth Arrold, c'est presque une institution invisible, ce que vous voyez, qui donne qui supporte, c'est-à-dire qui renforce le comportement ou bien l'instrument de la monnaie. Si cette confiance n'y est pas, la monnaie ne va pas perdurer, mais ça va créer même des conséquences néfastes, comme l'hyperinflation, la dollarisation qu'on voit souvent dans certains pays, surtout les pays en Amérique latine, où ce manque de confiance a fait qu'il y a un rejet total de la monnaie nationale au profit d'une devise étrangère. Ouais. Donc voilà un peu ces conséquences. Maintenant, comme vous dites, les solutions sont là. J'ai proposé, maintenant c'est aux autorités et aussi à la population de choisir parmi, en tout cas je leur ai donné 3 scénarios. Et chaque scénario a ses avantages et ses inconvénients, et les autorités peuvent voir lequel de ces scénarios a plus d'avantages et d'aller vers ce sens. La question de fond dans votre livre, est-ce que ce n'est pas quelque part une question de bonne gouvernance, de bonne gestion, de l'économie que ça pose? Si on veut vraiment que le pays se développe, c'est la question de fond, c'est la question de bonne gouvernance, de la tenue des monnaies. Oui. Vous savez, la monnaie, comme je l'ai dit dans l'ouvrage, c'est un instrument seulement d'échange, mais qui doit être sous-tendu par d'autres éléments comme la gouvernance. Parce que si vous n'avez pas une bonne gouvernance, vous ne pouvez pas avoir une monnaie fiable. Parce que le fait même d'avoir cette bonne gouvernance, ça vous permet de ne pas prendre des décisions anarchiques. On a vu des pays où la bonne gouvernance a été écornée, on peut se permettre de faire, par exemple, une politique qu'on utilise souvent, par exemple la monétisation du déficit parfois. Par exemple, vous avez des problèmes, vous créez votre propre monnaie sans tenir compte de cette forme de bonne. Mais comme vous dites, la monnaie, pour que cette monnaie soit stable, il faut qu'il y ait un certain nombre de conditions. Et parmi ces conditions, il y a la stabilité macroéconomique, et on ne peut pas avoir une stabilité macroéconomique si nous n'avons pas des institutions saines, une bonne gouvernance, des institutions saines, mais également une bonne, comment on appelle ça, dire, une économie solide pour soutenir cette monnaie. Merci infiniment à Serigne Momar Seck. Je rappelle que vous êtes titulaire d'un doctorat en sciences économiques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Vous êtes aujourd'hui membre de l'agence monétaire de l'Afrique de l'Ouest, chef à l'agence là-bas, et que vous avez sorti ce livre-là qui s'appelle Le choix de la souveraineté monétaire du Sénégal. Quelle implication? Vous avez donné 3 scénarios par rapport à ce choix. Comme vous l'avez dit, vous êtes chercheur, c'est aux autorités de voir, parmi les scénarios que vous avez mis en place, quels sont les scénarios les mieux adaptés par rapport au pays. Merci de nous avoir accompagnés sur cette émission ITV, Question Directe. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci, au revoir.